Salut Mehdi, salut Vincent, comment Ouais, allez-vous? salut. Merci d'avoir accepté l'invitation de Super Indep pour ce podcast. Avec Donc plaisir. Je t'en prie, merci à toi. j'espère que vous passez une bonne journée. Ouais, Écoute, ça La va. ouais, forme? super. Ouais. Pas au même moment de la journée, parce que je suis à Montréal et Vincent à Paris, mais ouais, c'est Ah encore le matin d'accord, pour moi là. Ouais. donc il y a un petit décalage horaire alors. On a 6 heures Tout là à actuellement, fait. c'est ça, ouais. D'accord, donc ça va, t'es matinal alors. Plutôt, bon, ça va, il est 10 heures, c'est pas si matinal que ça. Bon, ça va. Alors, est-ce que Vincent, tu pourrais te présenter à nous et nous dire un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a mené à être indépendant? Carrément. Moi, ça fait 6 ans que je travaille dans la publicité. Je suis passé par plusieurs agences à Paris. Et en fait, moi, j'avais déjà été indépendant. D'accord. Qu'avant le Covid, moi, j'étais déjà, j'avais déjà passé par le freelance. Et après Covid oblige, ça a été une période un peu compliquée. Donc, j'avais repris une activité en CDI. Et en fait, on s'est relancé avec Mehdi en tant qu'indépendant au mois de janvier 2022, il me semble, oui, c'est ça. Et donc voilà, aujourd'hui, on est de nouveau indépendants tous les deux. D'accord. Et Ouais. qu'est-ce que tu as fait avant comme études, comme Comme certification? étude, oulala, je fais plein de trucs différents. Mais en gros, moi, j'ai un parcours avec des études en marketing et communication. D'accord. Ensuite, j'ai fait un passage par les sciences humaines, parce que j'ai fait un master en sociologie appliquée à la consommation, la communication et les médias à Descartes. Et j'ai terminé par un M2 en marketing de l'audiovisuel à Panthéon-Sorbonne. D'accord. Voilà. Donc, Ouais, c'était donc, très axé quand même marketing marketing. et publicité, entertainment. D'accord, intéressant. Oui, donc tu es resté dans ton domaine du coup. Oui, oui, complètement. C'est juste que j'ai fait pas mal Oui, t'as de petites bifurqué. vagues entre les trucs, quoi. D'accord. Et toi, Mehdi, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton parcours, tes études? Ouais. Alors, moi, j'ai eu un parcours un peu moins alambiqué que celui de Vincent. Ça a été assez, assez droit. Après le lycée, j'ai fait deux écoles, une licence puis un master. Une première école qui était très pluridisciplinaire sur tous les métiers de la communication, mais aussi beaucoup de fondamentaux, beaucoup de cours de dessin, apprendre à construire une image, etc. Et en fait, en fin de troisième année, on avait un stage. Je nous ai fait un stage dans une agence de publicité qui s'appelle le BETC. C'était mon premier stage dans la publicité. Et en fait, je suis tombé complètement amoureux de cette industrie et de ce métier-là. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai décidé de changer pour une école qui était beaucoup plus spécialisée dans la publicité, la conception publicitaire, la direction artistique. Et puis j'ai jamais quitté finalement ce monde-là. Donc après, ouais, plusieurs parcours en agence de pub depuis 7-8 ans maintenant. Plutôt dans des grosses agences avec enfin des gros groupes internationaux. J'ai bossé à Singapour 2 ans aussi, de 2018 à 2020, donc jusqu'au Covid. D'accord, Le Covid a un peu changé nos vies, je pense à j'imagine. tous. Mais c'est aussi ce qui a fait qu'avec Vincent, on a été amené à se rencontrer parce que quand je suis revenu de France, enfin revenu en France après le Covid, il a fallu du coup rechercher un job. Les recrutements étaient un peu, on va pas se mentir, c'était un peu compliqué dans cette époque-là. Et on s'est retrouvés finalement tous les deux dans une entreprise qui était à la base une boîte de production qui voulait devenir une agence de publicité. Ok, Et donc on s'est rencontrés là-bas et on a été amenés en fait à bosser sur plein de projets ensemble. Pendant le Covid et la deuxième vague, on était quasiment deux dans les locaux parce que en fait on venait d'arriver dans la boîte et il n'y avait pas eu d'intégration parce que c'était pas recommandé d'aller au boulot. d'accord. Et c'est ce qui a fait qu'en fait on a appris à se connaître de manière hyper accélérée. Parce qu'on était en face-to-face tous les jours pendant 4 mois. Donc voilà. Et puis après, voilà, comme a dit Vincent, au bout d'un an dans cette boîte-là, on a décidé de tracer notre propre chemin. Donc depuis janvier dernier, depuis le début de l'année 2022. D'accord, intéressant. Et la question après que je voulais vous poser, c'est pour vous, c'est quoi le marketing? Comment est-ce que c'est quoi votre définition?
Je pense que on peut, de manière assez simple, le marketing, si on peut l'appeler une science, on devrait dire que c'est la science qui met en relation un produit avec ses consommateurs. De la D'accord. manière la plus objective qui soit, je pense qu'on est à peu près là-dedans. Après, elle a des sous-groupes et des sous-catégories, mais je pense que la définition globale, ça pourrait être ça. Ouais, D'accord. assez aligné avec ça. Après, nous, c'est vrai qu'on est dans la branche vraiment publicité par rapport au Ouais. marketing, qui est assez spécifique, mais assez aligné avec la définition de Vincent. D'accord. Et alors toi, Mehdi, justement, par rapport à ce que tu dis sur la publicité, comment est-ce que tu la définirais? Bah, la publicité aujourd'hui, c'est un monde qui est super, super vaste. C'est un monde aussi qui a une belle histoire, on va dire, qui a beaucoup évolué, beaucoup muté. Aujourd'hui, quand on va parler de publicité, les gens pensent tout de suite à la pub à la télé ou ce genre de Ouais. choses, alors que bah, finalement, ce qu'ils voient au quotidien sur Instagram, TikTok, etc., c'est aussi de la publicité. C'est juste que les médiums ont évolué, les moyens de communication ont évolué, les marques parlent à des audiences de manière différente qu'il y a 30 ou 40 ans. Donc voilà. D'accord. Et alors justement, par rapport aux différents médias, hein, donc que ce soit télé ou réseaux sociaux, qu'est-ce qui est le plus pertinent aujourd'hui pour les marques? Est-ce qu'elles sont sur tous les segments parce qu'elles n'ont pas le choix, ou est-ce qu'elles se focus uniquement sur un segment, par exemple, afin d'être vraiment efficace sur ce segment-là? En fait, je pense que en fait, tout dépend à qui une marque veut s'adresser. En fait, de la même manière je sais pas, je te dis n'importe quoi, mais un monte-escalier, par exemple, on a tous connu cette pub, elle va pas s'adresser de la même façon que si une entreprise vendait un shampoing pour les cheveux, ni à la même cible en fait. Donc, par exemple, si ton cœur de cible, ça va être une personne compris entre 60 et 80 ans, tu vas plutôt privilégier un spot télé sur Ouais. France 3 notamment. Et si jamais ton audience, elle a plutôt 15 ans, tu vas plutôt faire une campagne sur TikTok. Donc en fait, ça dépend de la cible que tu veux toucher, quoi. Il n'y a pas spécialement un médium en particulier, tout dépend de l'audience que tu cherches à toucher. D'accord. Après, la présence de marque, je dirais qu'elle se construit aussi comme un écosystème, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. aujourd'hui, tu prends les big brands, elles sont sur tous les fronts parce qu'elles aspirent aussi à finalement toucher tout le monde. C'est ce qu'on appelle les marques de grande consommation, les marques grand public, tu vois. Ouais. Je prends des marques de grande distribution, par exemple. Bon, bah, là, ça va s'adresser tant à l'étudiant qui a 18 ans que à la grand-mère qui en a 70, tu vois. Donc, Mm. D'accord. Oui, Et chaque médium remplit aussi une fonction en particulier. Tu vois, un spot télé, ça va te permettre de faire beaucoup de notoriété, alors que une sponsorisation Instagram, ça va te permettre d'avoir une action très très ciblée en fonction d'un objectif très précis à remplir. d'accord, intéressant. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi d'accompagner des entreprises justement sur leur publicité? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait un manque par rapport à ça, ou est-ce que c'était une opportunité? Alors, alors, vas-y, vas-y, Mehdi. vas-y, Vincent. Non, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y. C'est-à-dire que nous, je pense qu'il faut peut-être aussi qu'on explique aujourd'hui ce qu'on fait avec Mehdi, parce qu'on évolue sur un domaine de la publicité qui est encore très récent, puisque nous, on s'est spécialisé dans tout ce qui est, on va dire, nouvelles technologies et plus D'accord, particulièrement le Web 3.0. d'accord. Donc, c'est un mot qui est né il y a à peine un an avec le métaverse, les NFT, Les ce genre de NFT? choses. Nous, on s'est spécialisé dans toutes les actions de communication autour de ces nouveaux médiums. D'accord, Et on s'est lancé avec Mehdi parce que on a senti une opportunité à travers ça. Et on a surtout senti qu'en fait, ces nouvelles technologies, elles allaient complètement repenser notre métier et la façon dont les marques communiquent avec leur audience. d'accord. Et toi, Mehdi? Bah, pourquoi on a choisi ça? C'est que déjà, avec Vincent, quand on s'est connus, on avait tous les deux cette appétence aux nouvelles technologies. C'est quelque chose duquel on était assez passionnés dès le début. Et en fait, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une industrie qui mute assez vite.
Ouais. qui a connu une révolution il y a 12 ans, 10-12 ans avec les réseaux sociaux, l'arrivée de Facebook, Instagram, etc. Et c'est un métier où si tu ne tiens pas à jour, tu peux vite devenir useless. Si tu ne prends pas le wagon au bon moment, tu peux vite avoir un train de retard. Et donc, nous, on a voulu embrasser ce virage-là dès le début, non seulement parce qu'on y croyait, mais aussi parce que ça nous intéressait. Ça nous intéressait réellement. Faut se le dire aussi que dans notre industrie, c'est des cycles. C'est-à-dire qu'il y a le cycle du social media, ça fait 10-12 ans, et on va se dire qu'on va commencer à en faire le tour. C'est-à-dire que voilà, on a vu des campagnes plus ou moins créatives, des campagnes très créatives, et après, il y a comme un standard qui vient s'installer, tu vois. Ouais. Et le fait qu'il y ait un nouveau truc qui arrive, nous, on a tout de suite été super excités en se disant, OK, ça ouvre plein de champs des possibles, plein de trucs nouveaux à faire. Et pour des créatifs, c'est juste un terrain de jeu inexploré à explorer. Donc, c'est super. D'accord. Et justement, alors, vu que tu parlais de trains, de wagons à pas rater, comment est-ce que vous faites au quotidien pour justement ne pas rater ce train-là? De façon classique, si tu veux, on tient une veille quotidienne sur les différents réseaux, que ce soit LinkedIn, même Facebook, Instagram. Et après, on a de la presse spécialisée, on suit des acteurs. Enfin, c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup avec LinkedIn. On suit les gens, si tu veux, qui nous intéressent, donc des fondateurs de nouveaux médiums, de plateformes, de métaverses, des nouveaux créateurs, tu vois, comme les fondateurs d'Artefact, ceux qu'on fait d'Ogami, enfin tous les nouveaux acteurs qui émergent, forcément, on va les suivre et donc on va savoir ce qui se passe dans ce nouveau secteur et comment en fait les marques en viennent de plus en plus à interagir avec eux et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que en fait, il y a deux phases. Il y a la première phase de OK, il y a quelque chose de nouveau, ça a l'air cool. Et après, il y a la deuxième phase qui demande un peu plus de boulot. C'est comment est-ce que tu comprends ce qui se fait exactement, comment est-ce que tu l'appréhendes, quelles sont les mécaniques inhérentes, par exemple, à un drop de NFT, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que tu arrives à engager les communautés. Et donc, ça va plus loin que quand même juste s'informer sur ce qui se fait. Voilà. Ouais. Oui, donc c'est reconnaître les best practices. Ouais. Oui, c'est vraiment technique, on va dire, dans le sens où tu as besoin de savoir comment fonctionne, par exemple, tel ou tel projet avant éventuellement de pouvoir commencer des campagnes, j'imagine. Exactement, parce que sinon, tu peux finalement jamais vraiment vendre la campagne à ton client et jamais la concrétiser. Parce qu'à un moment, tu peux lui donner envie en lui disant, bah, ça, je pense que ça peut être super cool pour vous. Sauf que si ça lui plaît, il va te demander comment on fait. Donc ça, il faut savoir y répondre aussi. Sûr. Tout à fait. D'accord. Et Vincent, c'est quoi, toi, le plus gros défi, le plus gros challenge que tu as eu à relever quand tu as commencé cette aventure d'indépendant? Ouais. Le challenge qu'on a eu au début avec Mehdi, évidemment, c'est celui que tous les indépendants connaissent, c'est de trouver des clients, évidemment. Ouais. C'est quand même la première marche vers devenir indépendant, c'est s'assumer soi-même et trouver ses propres clients. Et après, l'autre grand défi, c'est quand même un petit peu l'administratif, puisque quand on devient d'un coup indépendant, on se met, il nous tombe dessus quand même beaucoup d'organismes, beaucoup de procédures. Et c'est vrai que quand on est néophyte avec ça, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Donc voilà, il a fallu s'adapter à tout ça, lire beaucoup de choses, apprendre et puis rentrer dans le bain, quoi. Ouais. Plus que néophyte, je dirais même quand on est allergique à l'administratif. C'est vrai. Moi, pour être tout à fait transparent, c'était un des freins qui a fait que je l'ai pas fait plus tôt. J'ai jamais eu les velléités entrepreneuriales de Vincent, c'est-à-dire que quand on s'est connus, j'étais plutôt confortable dans le salariat, plutôt adepte du salariat, et c'est lui un peu qui m'a transmis cette fibre entrepreneuriale. Et moi, je me suis toujours dit que être indépendant, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué parce qu'il y avait une montagne. En plus de ton boulot, il fallait gérer de la paperasse, de l'administratif, des organismes, des échéances, des paiements, des choses. Et ça a été pendant très longtemps une montagne insurmontable pour moi. Et en fait, je me rends compte finalement que ça va. C'est possible.
Tant mieux alors. Et c'est quoi les ressources qui vous ont aidé à vos débuts, Vincent? Bah déjà, faut le dire, hein, Super Indep, hein. C'est vrai que c'est Après tout, utile hein. quand même. Ouais. Tu vois, c'est clair que vous nous aidez beaucoup sur tout ce qui est la gestion administrative au quotidien, et c'est clair que ça nous aide beaucoup. Enfin, tu vois, quand au début on faisait des calls ensemble et que tu nous expliquais, bah voilà, là il faut que vous demandiez l'acre, il faut que vous preniez le prélèvement forfaitaire libératoire. Quand on a dépassé la TVA, tu nous as expliqué comment fallait faire, envoyer les bons documents. Bah, ça nous aide déjà nous à pas se tromper. Donc quand on se trompe pas, on fait des économies. Parce que si on se trompe, ça peut nous coûter cher quand même. Et c'est aussi un soulagement en termes de charge mentale parce qu'on sait que derrière on est accompagné et que on peut avoir l'esprit libre en fait pour faire notre métier sans, on va dire, s'occuper de tout ce qui est difficile administrativement parlant, quoi. Ouais. D'accord. Et toi, Mehdi? Du coup, pareil, au tout début, les ressources qui m'ont aidé pour créer mon auto-entreprise, d'abord, il y a eu Vincent qui l'avait déjà fait 3 ans auparavant. Donc, c'est sûr que le chemin était beaucoup plus facile pour moi parce que les embûches que tu peux avoir, en fait, lui, ils avaient déjà vécu. Donc, il m'a dit ça, il faut que tu fasses ça, etc. Et puis, par la suite, en effet, Super Indep et toi notamment, j'ai pas mal harcelé par call et par mail. Pour plein de questions, parce que vu que je suis quelqu'un qui suis assez carré et rigoureux, je préfère, je préfère prévenir que guérir. Donc ouais, enfin, c'est vrai que au début j'avais une multitude de questions et je t'envoie toujours autant de mails hein, sur toutes les procédures. D'accord. Et après, sur les. Merci Jess pour le retour que vous faites sur Super Indep. Et après, sur les ressources qui vous ont aidé dans votre domaine. Mhm. Alors, souvent, ce qui ressort, c'est que les gens disent, enfin, en fonction des domaines, hein, il y a pas mal de gens qui disent se former en ligne. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais on va le découvrir. La On a, veille dont ouais. Vincent parlait tout à l'heure, c'est un peu de la formation en ligne, mais un peu en autodidacte, si tu veux. C'est-à-dire que il n'y a pas aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une formation sur le Web3, les NFT, le métaverse. Enfin, si, il y en a, mais c'est-à-dire, je pense que la meilleure école maintenant, à l'ère de l'Internet, enfin, tu trouves tout en ligne. Tu as envie d'apprendre un logiciel de 3D, Ouais. tu peux le faire. Donc, je pense que je dirais pas qu'il y a forcément eu des outils au sens des solutions, tu vois ce que je veux dire, comme Super Indep. Et aujourd'hui, on fonctionne avec Super Indep, un éditeur de factures, grosso modo, et là récemment, un truc pour les calendriers, je sais plus comment ça s'appelle, mais pour avoir des La slots prise de voilà. rendez-vous. Voilà, c'est D'accord. ça. Exactement. Donc, on n'a pas un setup énorme en termes d'outils à disposition. Après, on bosse avec la suite Google, beaucoup, et la suite Adobe, évidemment. D'accord. Et pour vous, c'est quoi les avantages de l'indépendance, Vincent? Alors, il y en a beaucoup quand même. On va pas se mentir. Premièrement, c'est d'abord d'avoir le choix dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec Mehdi, on choisit avec qui on travaille, on choisit les sujets qu'on prend, on choisit aussi quand on veut s'arrêter, on choisit où on veut travailler. Demain, déjà, Mehdi, il est à Montréal, moi je suis à Paris. Est-ce que ça change quelque chose dans notre façon de travailler? Oui, mais fondamentalement, on peut le faire et on a le droit de le faire, donc on le fait. Moi, je pourrais aller travailler sur une plage des Caraïbes, je pourrais le faire. Et puis aussi la liberté, quoi. Ouais. Franchement, c'est vrai que c'est la liberté. Enfin, tu vois, moi, par exemple, c'est vrai que je pense que j'ai un peu plus de mal avec le salariat. Ça, c'est un truc D'accord. qui me, voilà, clairement, Alors, dis-nous la tout. liberté dans mon travail, c'est quelque chose que je chéris aujourd'hui. L'indépendance, en fait, pas de rapport hiérarchique. Mon seul patron, D'accord. c'est moi. Ça, c'est quelque chose avec lequel je prends beaucoup de plaisir, en fait, à être mon propre patron. Voilà, ça, c'est quelque chose, pour moi, je mettrais la valeur suprême dans tout ça, c'est la liberté, quoi. D'accord. Et toi, Mehdi?
Je rejoins Vincent sur ce qu'il a dit sur ces points-là. C'est vrai que le fait de pouvoir choisir avec qui on travaille, c'est super, super précieux. On est très content de ça parce que, en fait, quand tu bosses en agence, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que c'est les clients de l'agence et c'est ceux-là sur lesquels il faut travailler. Ouais. Et tu n'as pas ton mot à dire dessus. Donc aujourd'hui, c'est super bien de pouvoir faire ça. Après, il y a une autre plus-value que je vois au fait d'être indépendant, c'est la manière. En tout cas, on a ressenti ça, nous, la manière dont tu es vu, perçu, considéré. On connaît les agences de pub, on y a bossé pendant des années. Aujourd'hui, ça fait partie de nos clients. C'est pas que eux, mais ils font appel à nous justement pour ces problématiques Web3, NFT, Metaverse. Et il y a comme un rééquilibre des forces, tu vois, qui s'est passé où on se sent un peu plus écouté, un peu plus respecté que quand on était internalisé à l'époque, tu vois. Ouais. Donc ça aussi, en termes de posture et d'attitude, ça a changé. Et puis voilà, non, sinon je rejoins Vincent aussi sur pour des créatifs, d'être libre. Il y a beaucoup de politique dans le métier qu'on fait, il faut le savoir aussi, dans les agences, les clients, etc. Il y a énormément de politique et donc des fois ça nuit vraiment à la créativité. Et donc le fait de pouvoir exercer ça de manière, 100% de notre potentiel aujourd'hui, c'est vraiment plaisant. D'accord. Et justement, alors, par rapport à ce que tu dis, vous vous êtes senti par moments bridé en fait justement dans votre créativité, dans vos envies d'innovation ou En de changer un petit permanence. peu les... Ouais. Si tu veux, c'est en permanence ce genre de choses. Quand tu présentes un projet, une idée, par exemple, déjà, il y a un premier filtre en interne. Si déjà tes boss ou les directeurs commerciaux sont pas en phase avec tes idées, déjà, elles sont même pas présentées aux clients. Et ensuite, après, tu peux avoir les clients qui vont pas traiter forcément les idées quand elles proviennent d'une agence ou d'une autre, en fonction de si cette agence-là est connue pour avoir telle posture créative, cette agence-là a pris telle posture, etc. Alors que nous, on arrive déjà, vu que nous, on peut se dire, nous, si on a envie de présenter une idée directement au client, on la présente. Donc en fait, on n'a même pas besoin. Déjà, on n'a pas ce filtre de la politique en interne ou de un boss qui n'aime pas notre idée ou qui aime juste pas notre tête, déjà tout simplement. Et comme ça, forcément, ça nous met plus de liberté. Et puis, si on a envie de pousser des innovations, des choses auxquelles on croit, on peut le faire directement, quoi. Ouais. En fait, faut se dire qu'on fait un métier de conviction quand même à la base. On met beaucoup de nous dans ce qu'on fait. Malheureusement ou heureusement, la créativité, c'est aussi quelque chose de subjectif. Et donc, si tu veux, il y a des visions divergentes. Voilà. Donc, être bridé quand on était en agence, oui, au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une des frustrations qui aujourd'hui nous a poussé aussi à nous émanciper de ça. Il y a des bons côtés dans l'agence. Moi, j'aimais beaucoup le fait de bosser avec des équipes au quotidien, etc. Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression de taper dans le mille. Et en fait, on va te dire non. Et 6 mois plus tard, tu vas voir la campagne que tu avais en tête sortir par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super, super frustrant. Ça nous est arrivé beaucoup de fois, Vincent, sur l'année où on s'est connus, quoi. D'accord. Et alors, justement, j'imagine que ça doit créer de la frustration, forcément. Et comment est-ce que vous la gérez, cette frustration, quand vous voyez votre travail ou une partie de votre travail qui a été utilisée après votre départ ou alors vous êtes toujours là, mais on vous en a pas parlé? Après, alors ce truc-là précisément, notre travail utilisé après notre départ ou quoi que ce soit, ça m'est jamais particulièrement arrivé. Mais en tout cas, c'est sûr que la frustration, c'est quelque chose qui est inhérent à notre métier. Et ça s'apprend dès qu'on arrive dans le métier, on apprend tout de suite à avoir beaucoup d'idées parce qu'on sait que 70% ne passeront pas, voire même 90. Et il faut tout de suite relativiser et se dire que c'est normal et que de toute façon, plus on va produire d'idées, plus on aura de chances qu'il y en ait une qui sorte. Et donc, il faut en permanence se renouveler, appuyer sur le champignon et puis avancer, quoi, recommencer. Et puis après, on s'y fait. Puis voilà. Ouais, ça, la frustration devient un peu comme un moteur au final, mais qui aussi comporte des risques où à un moment, il y a un moment de rupture, quoi. Tout le monde a ses limites et trop de frustration, soit tu démissionnes, soit tu deviens indépendant. C'est une des routes.
Bravo à vous, alors, du coup, pour l'indépendance. Ensuite, je voulais vous demander, c'était quoi la plus grosse erreur que vous avez commise en tant qu'indépendant, Mehdi? Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'erreur administrative parce que j'ai été bien entouré dès le début. Donc ça, c'est cool. Je dirais qu'une des erreurs qu'on a pu faire et que je pense que beaucoup d'entrepreneurs au début ont pu faire, c'est peut-être de ne pas se vendre assez cher et de se brader ses prix en se disant que c'est pour ça qu'on va t'appeler et que tu vas faire plus de clients. Ça, je pense que c'est une erreur qu'on a compris au fur et à mesure des mois. Mais tu as un peu ce truc-là vu que tu te lances un petit peu sans parachute dans cette aventure-là et que tu te dis, bon, bah, il faut que ça marche, il faut que j'ai des clients, tu as tendance au début un petit peu à te dire, bon, bah, pour être concurrentiel sur le marché, je vais me faire moins cher, quoi. Et en fait, tu te rends compte que ce n'est pas forcément les leviers qui font la bascule pour un client. Et donc, ouais, ça, c'est peut-être l'erreur qu'on a fait quand on a commencé il y a quasiment un an maintenant. Et ça va aussi avec le fait qu'il ne faut pas hésiter à se spécialiser sur un domaine très précis. En fait, si on a réussi à augmenter nos prix avec Mehdi au fur et à mesure du temps, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on était assez peu sur le marché à faire ce qu'on faisait. VS les autres créatifs publicitaires qui, au début, faisaient exactement la même chose que nous, c'est-à-dire un peu de tout, un peu de print, un peu de TV, un peu de radio, un peu de digital. Et quand nous, on a dit, en fait, nous, on fait plus ça, on fait uniquement ça, du Web3, des NFT, du métaverse, là, forcément, on a dit, vu qu'on est que, je sais même pas combien on est sur la place de Paris, mais je sais qu'on est peu, là, on a dit, notre prix, c'est tant, et les jeunes ont dit, bon, ok, de toute façon, vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Donc, se spécialiser, c'est clairement l'un des meilleurs leviers si vous voulez, en fait, créer une base de clients, les fidéliser et au passage, augmenter vos prix. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, quand on se lance, on a tendance justement à proposer des tarifs plutôt bas en pensant qu'éventuellement, on va avoir plus de chances d'avoir le premier contrat, sauf que souvent, c'est pas forcément aidant en réalité parce que le prix aussi permet éventuellement de filtrer certaines demandes qui sont soit loufoques ou alors éventuellement pas sérieuses. Donc c'est vrai que non seulement ça permet de filtrer et d'évacuer, comme tu dis, des demandes un peu sans grande qualité, mais en plus de ça, c'est un filtre aussi pour tes clients. Parce que demain, s'ils veulent du travail de qualité, eux-mêmes vont pas forcément prendre quelqu'un qui se vend pas très cher. Parce que quelqu'un qui se vend pas très cher, ça montre aussi soit c'est quelqu'un de très junior, soit c'est quelqu'un qui a pas confiance dans ses capacités de pouvoir réaliser le boulot. Et donc, c'est pas forcément quelqu'un en qui tu as confiance. Se vendre cher, c'est un gage de qualité auprès de ses clients, ça les rassure. C'est comme ça aussi que tu peux te vendre mieux la prochaine fois, quoi. D'accord, intéressant, ouais. Et quelles sont les compétences que vous avez acquises depuis que vous avez commencé, Mehdi? En fait, là où pour nous, il y a eu une bascule, c'est-à-dire que quand tu es créatif en agence de publicité, tu gères la création. Point final, quasiment à peu près, on va dire. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant, on doit non seulement faire notre boulot de créatif, mais aussi gérer la prospection, le fait de vendre nos propres idées. Donc finalement, on est un peu nos propres commerciaux. Faire finalement aussi notre propre gestion de projet, tu vois. Donc en gros, on peut résumer ça par le skills, je dirais que c'est l'agilité. L'agilité, c'est ce qu'on a le plus appris depuis qu'on est indépendant. D'accord. Et toi, Vincent? Non, je rejoins complètement Mehdi là-dessus. En fait, c'est le fait de toucher à tout. En fait, ça te donne une confiance en toi aussi sur l'avenir, dans le sens où tu te dis demain, il peut m'arriver n'importe quel problème entre guillemets. Je sais que maintenant je peux le résoudre parce que j'ai développé tellement de compétences en dehors de mon champ d'expertise qui est propre à mon métier que en fait je peux faire face à n'importe quel type de situation. Et ça, je pense que c'est hyper important quand on veut se lancer en tant qu'indépendant. Il faut savoir rebondir devant n'importe quelle situation. Et moi, clairement, c'est ça aussi que j'ai le plus appris depuis qu'on s'est lancé, quoi. D'accord. Donc en fait, finalement, on peut dire que vous avez réussi à vous adapter en fait on peut dire avoir plusieurs casquettes déjà, et ça vous a pas dérangé en fait. Vous avez eu cette capacité à vous adapter en fonction Disons qu'il
il y a des casquettes qu'on préfère à d'autres, on va pas te mentir, hein. Par exemple, Ouais. la gestion de projet, répondre à des mails, etc., caler des meetings, bon, c'est pas ce qu'on préfère faire et ce qu'on trouve le plus excitant. Mais par exemple, la prospection, moi, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert parce que je connaissais pas ça, j'avais fait que du salariat et c'est quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. D'accord. Le fait voilà, d'aller se vendre, rencontrer des prospects, leur expliquer ce que tu fais, etc., comprendre leurs besoins. Je trouve que c'est quelque chose d'assez excitant au même titre que ce qu'on fait au quotidien en création, quoi. Se développer au final. Ouais, Voilà. c'est ça. On s'est rendu compte que le simple, en fait, l'action même d'entreprendre, en fait, déjà, c'est presque une compétence qui s'apprend sur le tard, justement, aller chercher Ouais. des clients, comment les fidéliser, comment améliorer tes process, ce genre de trucs. Et ben, ça, c'est une compétence qu'on prend du plaisir aussi à développer. Et aujourd'hui, enfin, moi, personnellement, ça me passionne autant que mon métier premier qui est la création publicitaire. Bah, j'aime autant entreprendre maintenant que créer, tu vois. D'accord. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on apprend souvent, comme on dit aussi sur le tas, hein. C'est vrai que Ouais, quand ça nous convient, bien sûr, parce il y a des choses qui nous conviennent moins, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que tester, d'essayer pour découvrir et apprendre. Et, ça, euh, c'est sûr. et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos projets actuels? Alors, du coup, moi, je suis à Montréal là depuis le mois de septembre. Donc, c'est un projet qu'on avait avec Vincent entre guillemets, exporter un petit peu notre business outre-Atlantique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un visa et d'être tiré au sort, donc je suis déjà sur place. Et dans l'idée, Vincent, vas-y, je te laisse raconter, mais il devrait nous Ouais. rejoindre sous peu. Ouais, normalement, moi aussi, je prends l'avion direction le Canada début D'accord. 2023, où du coup, on va se rejoindre là-bas pour développer nos clients sur le continent nord-américain. Mais aussi, en fait, on voudrait créer un pont en fait entre nos clients français et de la technologie qu'on va récupérer là-bas et essayer de monter une transversale Paris-Montréal dans ce qu'on fait en fait. D'accord, intéressant. Alors aujourd'hui, on continue d'accompagner nos clients français parce que déjà Vincent est toujours à Paris. Mais l'idée, c'est de les garder et entre guillemets de prospecter, de refaire une nouvelle phase de prospection ici au Canada. On a déjà commencé à faire pour avoir des. En plus, on est à 1 heure et demie de New York, donc en fait, Ouais. les connexions sont assez évidentes, on va dire. Et donc voilà, l'idée, c'est de devenir un petit peu à l'instar du Web3, une sorte d'agence décentralisée, quoi. Finalement, là C'est où tu es, ça. ça a assez peu d'importance. Ce qui est important, c'est ce que tu produis, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déposé l'idée, le brevet, non, quelque chose pour agence décentralisée? Non. C'est en cours. Ouais, il faudrait penser à le faire parce que c'est vrai que je trouve que c'est intéressant le fait de justement, surtout maintenant avec les différentes possibilités, on peut, comme tu disais tout à l'heure, Vincent, travailler vraiment de n'importe où Mm. et justement avoir ben, les pieds en Europe, en Afrique, en Asie, comme toi, Mehdi, hein, tu étais à Singapour. Hein. Euh, et voilà, c'est vrai que je trouve que ça reste intéressant parce que ça permet aussi d'avoir ben, une vision globale, en tout cas, sur les projets, sur ce qui se fait. Et puis, en termes de veille aussi, je pense que ça doit être Mm. intéressant de voir ce qui se fait ailleurs directement. Parce que c'est vrai que quand on voit ça sur Internet, c'est autre chose. Mais quand on a la possibilité éventuellement d'être au plus près du projet, je trouve en tout cas que c'est une belle démarche. Bah, ça a plein d'avantages. Non seulement c'est un avantage dans le sens où aujourd'hui, bah, en fait, on peut aller démarcher des clients en Asie, en Amérique, en Europe. On peut aller sourcer des talents aussi n'importe où dans le monde. En fait, c'est plus délimité à une zone géographique, c'est juste limité à une capacité et à du talent. Donc, si on trouve que le meilleur 3D artiste, il vit à Singapour, et ben, c'est pas grave, il va travailler avec nous, même si on est séparé par 15 fuseaux horaires et deux, trois océans. Et c'est vrai que c'est ça qui est le. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que le progrès technologique, il change à la fois notre métier, mais la façon dont on le fait. Et nous, on considère vraiment que c'est une opportunité qu'on peut se permettre de saisir et qu'on va saisir là dès maintenant, quoi. Eh ben, n'hésitez pas, il faut y aller. Et après, je voulais vous demander la tendance qui, selon vous, va révolutionner un petit peu votre industrie prochainement. Est-ce que vous pouvez nous parler un Ouais. petit peu de ça? Bah,
Bah, c'est un peu ce qu'on a un petit peu embrayé comme sujet tout à l'heure. C'est le Web3 qui est donc toutes les verticales Web3, NFT, Metaverse qui redéfinissent complètement la manière dont les marques vont communiquer, vont interagir avec leurs audiences. Euh, Aujourd'hui, généralement, ça se passe comment? Voilà, il y a une campagne publicitaire qui est créée, qui va être diffusée via un plat de canaux différents, YouTube, Facebook, etc. Le petit film à la télé, le petit print à l'abribus ou dans le métro, etc. Aujourd'hui, le Web3, c'est plus comme ça dans le sens où les marques, elles sont plus dans une posture de co-création avec leur audience. On parle beaucoup dans le Web3 de communauté, tu vois. Et Ouais. aujourd'hui, les marques, elles cherchent justement à engager ces communautés, d'abord à les fédérer, à les engager par la suite. Et donc, c'est une révolution non seulement dans l'approche et aussi dans les outils, dans le sens où bah, les NFT, c'est un de ces outils-là que les marques vont utiliser pour engager ces communautés. Donc en effet, c'est passionnant. On est hyper early sur tout ça. Ça fait que un an, entre guillemets, qu'il y a eu ce fameux buzz quand Facebook est devenu Meta, etc. et tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pas du tout mainstream, que ce soit les NFT, la vision du métaverse qui est proposée un petit peu façon Ready Player Me avec le casque sur la tête, on va vivre dans des mondes virtuels. C'est pas, enfin, en tout cas avec Vincent, c'est pas la vision qu'on en a. Mais il y a plein de choses super excitantes et je pense que tu vois, c'est comme un petit peu les cryptos et même il y a 10-12 ans, la courbe d'adoption des réseaux sociaux et quand tu remontes même il y a 20 ans, la courbe d'adoption de l'Internet, c'était un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a toujours au début des gens très réticents, on n'a pas besoin de ça, on est déjà très bien, etc. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a tous un smartphone avec des réseaux sociaux dessus. Tu vois. D'accord. Clairement. Et toi, Vincent, c'est quoi ton regard là-dessus? Non, mais je pense que Mehdi a très bien résumé tout ça. Mais en fait, c'est marrant parce que je pense que le Web3 et tout ce qu'on a expliqué sur cet enjeu de décentralisation, bah, c'est un petit peu comme on l'expliquait avec le digital nomadisme, etc. C'est aussi un mouvement global de la société, tu vois. Aujourd'hui, les individus, ils ont plus forcément envie d'être dépendants d'une institution, donc que ce soit une marque, une grande entreprise ou je ne sais quoi. Au-dessus d'eux, aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'être plus libres, ils ont envie d'être Ouais. dans des communautés qui construisent et qui aussi ont un droit de regard sur ce qui se passe. Tu vois, on le voit avec les actions citoyennes qui prennent de plus en plus de place, même avec la Coupe du Monde au Qatar, les gens qui disent mais moi je veux Ouais. pas la regarder. En fait, aujourd'hui, les institutions et les grandes marques, elles peuvent plus arriver et dire bon bah voilà, j'ai un message, c'est comme ça que ça se passe, prenez-le. En fait, elles sont obligées de prendre le feedback et tout ce mouvement de décentralisation, ça vient aussi avec le fait que les gens, bah, ils ont envie de télétravailler où ils veulent, ils ont plus forcément envie de vivre dans un appartement qui paye très cher en centre-ville, ils ont envie de vivre à la campagne, mais aussi d'avoir un job intéressant qui va avec. Et en fait, tout ça, c'est lié, je pense. Et c'est aujourd'hui comme ça que la société elle se transforme vers quelque chose de plus décentralisé où Ouais. les gens ont un droit de parole un petit peu plus important et ça marche pour les consommateurs. Ouais, en fait, c'est la résultante ce qui se passe dans notre industrie, c'est la résultante de la mutation de la société, de la mutation d'un monde, en fait. On dit souvent que la publicité, c'est le reflet un petit peu de notre Ouais. environnement et de la société. Bah, là, c'est d'autant plus vrai, quoi. Voilà. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant ce point-là sur la co-création, le fait que certaines marques se posent la question justement de savoir que pense la communauté avant de lancer comment dire, un modèle, ou alors éventuellement les gens peuvent voter pour telle ou telle couleur, telle ou telle. Exactement. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment euh, de prouver que tout le monde est capable de participer en fait à la révélation d'un produit, même si il porte le nom d'une grande marque. Certains ont des bonnes idées, et même s'ils ne sont pas forcément justement dans ces sociétés, donc ça reste intéressant, je trouve, comme démarche, en espérant que éventuellement que ça permette justement de développer des choses intéressantes et utiles pour l'être humain au final. Ouais. Tout à fait. Ensuite, ce que je voulais vous demander, c'était c'est quoi pour vous une journée typique? Vincent, comment est-ce que
Comment est-ce que ça se passe pour toi quand tu te réveilles le matin? Ouais. Ou si tu n'as pas dormi, éventuellement, comment est-ce que ça se passe aussi? Bah, alors, vu qu'avec Mehdi, on a 6 heures de décalage horaire, en fait, on s'organise de façon un petit peu particulière, où en fait, moi, je reprends, par exemple, déjà ce que Mehdi a pu faire quand moi je dormais. D'accord. On se fait des mails de récap assez précis sur, bah voilà, moi, comment j'ai avancé, machin. Donc, je dégrossis, moi, ce que je peux faire le matin. Et ensuite, quand Mehdi se réveille, on s'appelle et là, on a 5-6 heures en commun. On va pouvoir travailler ensemble sur nos sujets. Et ensuite, Mehdi, lui, reprend le relais et continue. Et en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne avec une boucle. En fait, on couvre une plage horaire qui est beaucoup plus importante que si on était tous les deux sur le même fuseau horaire. Donc, en fait, moi, je pense que depuis qu'on fait ça, je pense qu'on a même multiplié notre productivité. D'accord. Puisqu'en fait, on fait chacun une partie du travail, on se rejoint et ensuite on met en commun et après l'autre continue. Donc en fait, ça va plus vite. Et après, si on a prévu des calls, en fait, on s'est prévu des plages horaires où on a du coup, quand on est en commun sur le même fuseau horaire, on a des calls avec des extérieurs, comme par exemple maintenant, tu vois, on enregistre ce podcast avec 6 heures de décalage horaire. D'accord. Et toi, Mehdi, comment est-ce que tu fonctionnes avec ce Bah, décalage horaire, justement? pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Vincent. En effet, on a dû s'adapter, mais c'est vrai que moi aussi, je l'ai remarqué. On s'en est jamais parlé d'ailleurs, mais Mm. j'ai l'impression en tout cas qu'on a augmenté notre productivité dans le sens où en effet, on couvre une plage horaire qui est plus grande en soi et on a beaucoup plus de facilité par la force des choses, hein, forcément, à se split sur les sujets. C'est-à-dire qu'on peut avoir ça nous arrive d'avoir des deadlines qui chevauchent, plusieurs projets en parallèle. Là où avant on les traitait par bloc, lui d'abord, puis là on est un peu plus agile du coup, pour le coup, pour Ouais. revenir sur ce qu'on dit tout à l'heure, où ça arrive qu'on se split, que moi je bosse sur un truc pendant que Vincent dort et inversement, il bosse sur autre chose et puis voilà. Donc non, ça marche plutôt bien en tout cas. D'accord. Oui, donc c'est vrai qu'en termes d'horaire, vous couvrez quasiment 18 heures sur 24 là. Donc les clients, ils sont plutôt, j'imagine, plutôt contents puisque vous êtes toujours disponible pour répondre malgré le décalage. Bah, ils sont contents, après ils en jouent aussi un petit peu parfois. Quand ils savent que c'est des deadlines un peu compliqués, qu'ils ont une demande en mode ils briefent à 14 heures et c'est pour ce soir. Ah oui, mais j'ai Mehdi chez toi, en fait, il est 8 heures du mat, donc tu as toute la journée. Tu Oui, donc c'est là justement qu'il ne faut pas hésiter C'est à à double mettre tranchant. à mettre des limites C'est ça, exactement. voilà, pour calmer les clients. Ouais, tout à Ensuite, fait. c'est vrai que ça reste important, mine de rien, parce que je sais que moi aussi, quand j'étais indépendant, souvent j'avais des demandes comme ça à la dernière minute. Et quand on a l'habitude en fait de répondre aux clients et comment dire, d'assurer la mission qui est demandée en temps normal, alors le client se dit bah tiens, je vais te proposer ça, tu vas forcément accepter parce que tu es indépendant. Et c'est vrai que on se rend compte que quand on essaie d'expliquer justement que on est indépendant, mais alors je l'ai choisi déjà premièrement, et deuxièmement, euh, c'est pas parce que je suis indépendant que je suis prêt à accepter tout et n'importe quoi. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure justement par rapport aux tarifs qui sont fixés. Donc c'est vrai que je pense que c'est bien aussi de clarifier les choses avec les clients et d'expliquer que, alors oui, bien sûr, on veut bien travailler, on veut mener à bien la mission, mais voilà, il y a quand même des limites en termes de deadline, en termes comment dire, de communication, parce que c'est vrai Ouais. que souvent, moi, je me rappelle, je recevais des mails comme ça, bah, par exemple, à 20 heures. Alors, je regardais, bien sûr, ma boîte mail par curiosité. Et puis, du coup, ben, on se rend compte que quand on répond pas au client, alors là, bah, il relance dans la demi-heure. Et bah, forcément, quand on ne lui répond pas, il comprend de lui-même qu'on n'est pas du tout joignable. Mais je pense que c'est un message important à faire passer pour que les personnes qui se lancent, en fait, comprennent que euh, on a toutes nos limites. Et voilà, il ne faut pas tout accepter simplement parce on est indépendant. Bah là, tu as ouvert un sujet qui est ultra intéressant et sur lequel on peut éventuellement rebondir. Ça va dans ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la posture. C'est-à-dire que quand tu étais Ouais. en agence,
on faisait beaucoup de ce qu'on appelle dans le milieu des charrettes. C'est le fait de bosser tard le soir. Où le client a un retour à 18h, et ben en fait, ça nous est déjà arrivé de quitter le bureau à 23h, minuit, etc., parce qu'il en avait besoin pour le lendemain. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qui n'arrivent quasiment plus, à part cas d'extrême urgence, mais on a réussi à fixer des process et en fait, étrangement, une première fois, c'était toujours un petit peu conflictuel. Ils ont cette habitude-là de fonctionner comme ça et en fait, je leur dis, avec nous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et après, c'est leur choix. Soit ils l'acceptent et ils continuent de bosser avec nous, soit ils l'acceptent pas, et ils peuvent aller voir d'autres prestataires. C'est le jeu aussi, tu vois. Faut être prêt à ça. Mais en effet, c'est un vrai sujet. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un des bénéfices aussi de l'indépendance, c'est le retour, en tout cas pour nous, d'une certaine work-life balance assez agréable. Et ça aussi, ça n'a pas de prix, quoi. D'accord, oui. Ça permet vraiment de... Oui, je t'en prie, Vincent. Non, mais justement, Mehdi parle de work-life balance, c'est vrai. Et après, des fois, comme tu disais tout à l'heure, où les clients, des fois, peuvent te outrepasser certaines limites. En fait, même toi, il faut que tu t'en fixes par rapport à toi-même, parce que c'est vrai que tu peux avoir, en tant qu'indépendant, tendance à te dire, allez, c'est bon, j'ai du boulot, on y va, on y va, on y va. Et en fait, d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais tu te retrouves en PLS sur le côté, à plus pouvoir rien faire, parce qu'en fait, ça fait 2 mois que t'as pas pris un seul jour off, tu vois. Et non, ça c'est pas possible non plus, quoi. Donc il faut soi-même se poser des cadres et les respecter, parce que sinon on se surchauffe les méninges, quoi, simplement. Ouais, c'est vrai que c'est important de savoir s'arrêter, en fait, parce que même quand on a un enchaînement, par exemple, de missions ou de demandes, comme tu disais, voilà, on est un peu, voilà, on se dit, tiens, je vais répondre, ça va me faire un peu plus d'argent, un peu plus de références. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi s'arrêter pour dire, je prends du temps pour moi, C'est pas facile à faire, hein. Nous, on t'en parle parce qu'on y a été confronté il n'y a pas si longtemps, c'était l'été dernier. Quand businessment parlant, tu t'arrives à unlock quelque chose, que ça fonctionne, que tu as trouvé quelque chose qui fonctionne, que tu tiens quelque chose, tu as l'impression que si tu t'arrêtes, tout va s'effondrer. Ce qui n'est fondamentalement pas vrai, en fait. Mais tu as un appétit grandissant au fur et à mesure que les choses se débloquent. Et c'est vrai que c'est pas simple de se dire, OK, là, j'ai besoin d'arrêter. En fait, mes clients, dans 2 semaines, ils seront toujours là. Tu vois ? Et puis j'y pense, mais c'est vrai que même en termes de créativité, je pense que ça doit être forcément bon de s'arrêter un moment avant de replonger dedans pour éviter justement d'avoir des vides créatifs. Oui, on n'est pas des machines, donc forcément. Vas-y, Vincent, je te laisse répondre là-dessus. Je sais qu'on en a parlé il y a quelques jours. Mais... Ouais, non, mais c'est clairement important, en effet, de faire des pauses pour recharger les batteries et justement aussi de s'ouvrir le cerveau à des nouvelles choses, à des nouvelles idées, parce que quand tu es dans un tunnel, tu te rends pas forcément compte que tu passes à côté de plein de choses à l'extérieur, tu te reposes même sur tes acquis et tout, alors que des fois, en fait, il faut prendre le temps de se dire, OK, là, est-ce que j'ai bien pensé à tout? Est-ce que tout ça? Et si tu le fais pas, même des fois, toi, tu peux faire des erreurs. Donc, en fait, c'est jamais bon en fait, d'être en permanence dans un tunnel. C'est hyper important de se mettre en pause et de se dire, OK, donc là, comment j'attaque ce nouveau sujet? Est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que j'ai pris toutes les données en compte, etc., quoi. D'accord. Ouais, non, c'est vrai que c'est très important pour. En tout cas, je trouve encore plus pour tout ce qui est dans les industries créatives, parce que c'est vrai que on a toujours des périodes où on trouve pas forcément d'idées, où on n'est pas forcément dans le bon mood, on va dire, pour en trouver, parce qu'on est fatigué, on a un peu trop travaillé, donc c'est vrai que c'est important de s'arrêter. Et alors justement, la prochaine question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport aux leçons, la leçon ou les leçons les plus importantes que vous avez apprises depuis que vous êtes indépendant dans cette nouvelle vie, c'est quoi? Moi, je parlais de mon point de vue, c'est vraiment ça, en fait. C'est savoir s'arrêter parce que je suis quelqu'un qui a une culture de travail, je bosse dur, tu vois. Je suis assez perfectionniste dans ce que je fais, je vais au bout des choses, etc.
Et des fois, ça a un pendant un petit peu difficile à gérer. Ça peut jouer des tours. Ouais, ça peut jouer des tours. Et donc, pour moi, ça a été vraiment un vrai apprentissage de savoir lever le pied et de me dire, OK, bon, là, t'es attendu, mais en fait, il faut que ça attende parce que c'est simple, hein, à un moment, tu peux frôler le burn-out en faisant des choses comme ça. Donc, ça, c'est un vrai enseignement parce que ça va au-delà du business, tu vois. On se parle de santé mentale et de santé physique, tu vois. Donc c'est important quand même. D'accord. Et moi, la leçon, je dirais toujours rester en mouvement. Enfin, ne jamais se reposer sur ses acquis, toujours être vigilant. Ne pas ne pas baisser la garde entre guillemets, tu vois. Nous on est dans un secteur, comme on l'a dit, qui évolue très très vite. Des fois même aussi tu passes des étapes en tant qu'indépendant quand tu veux grandir, etc. Et en fait il faut toujours réussir à conserver un certain prisme sur ce que tu t'apprêtes à faire, parce que des fois tu vas t'engager dans une voie et en fait il fallait regarder un petit peu autrement parce que tu étais dans un tunnel, etc. Donc, faut toujours rester vigilant, pas trop prendre la conf. Genre, voilà, savoir, c'est très important, c'est de se remettre en question, je pense. C'est de savoir se remettre en question et d'être agile. Voilà. L'humilité, c'est ça, ouais. C'est une certaine dose d'humilité. C'est vrai que je pense que c'est un des risques quand tu es entrepreneur et que ça fonctionne pour toi. C'est des fois de se voir un peu trop beau. Et de toute façon, je pense que la vie est bien faite et qu'à un moment, tu prends un mur qui te permet de redescendre. Ouais, c'est ça. D'accord. Et justement, alors, par rapport à ce que tu disais, Vincent, sur le fait de prendre du recul, comment est-ce que vous agissez par rapport à ça, justement, alors que ce soit en termes de clients, de projets ou de veille, comme vous disiez tout à l'heure, ou alors de manière plus globale, comment est-ce que vous faites justement pour pas faire le pas de trop? Nous, on passe beaucoup de temps au téléphone avec Mehdi. Donc je sais pas trop comment. À chaque fois, je pense qu'on commence à avoir un petit schéma qui se dessine, tu vois, où avant de prendre une grande décision ou de passer à un cap ou etc. Genre on s'appelle et on se dit ok, on en est où, comment on veut faire ça, quelle orientation on veut prendre, etc. Et après on se dit ok, donc on essaie de se garder du temps. On se dit genre, OK, là, on va mettre en pause les sujets de nos clients pour se consacrer sur nos sujets à nous, ou inversement, là, on peut pas tout gérer en même temps. Donc déjà, on priorise. Et ensuite, on se dit, OK, donc là, on définit un plan d'action. Et puis après, on y va, quoi. On essaie de se définir un petit chemin, quoi. Je pense qu'il y a aussi un truc où on sait c'est important de savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. C'est-à-dire qu'avec Vincent, on a des compétences et il y a des trucs qu'on sait pas faire parce que c'est hors de notre champ de compétences. Et je pense que ça, c'est bien de savoir le matérialiser et le dire. Quand on est interrogé sur des choses qu'on maîtrise pas, on peut sourcer des prestataires qui le maîtrisent, mais on va jamais vendre un skill qu'on n'a pas. Ça, c'est ultra important parce que c'est très, 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 très risqué. Et nous aussi, dans la posture, on préfère avoir 5, 6, 7 clients relativement récurrents, fidèles et avec qui sont toujours satisfaits de la qualité de notre travail, plutôt que se dire on en prend 15, par contre on gère ça un peu à la va-vite, etc. Et puis bon, s'il n'est pas content, c'est pas grave, on lui aura pris de l'argent. Tu vois. On est plutôt dans une posture où on se dit on fonctionne avec un petit socle assez fermé. Enfin, on a une base fondatrice. Et puis, et qu'on a le temps et qu'il y a des acteurs qui viennent se rajouter, tant mieux. Mais on va jamais prendre une mission. Tu vois, par exemple, on prendra jamais 2 missions en cumulé si on sait qu'on peut pas assurer une qualité, notre exigence sur les 2 missions. Tu vois. On préfère refuser et dire, non, une autre fois, plutôt que de les accumuler et d'en faire une mal, etc. C'est pas du tout notre mindset. Et je pense que en fait, voilà, ça fait partie du respect de ton client aussi. Aujourd'hui, on attribue la même exigence à tous nos clients. D'accord. C'est intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, ce que je disais précédemment, par rapport au fait qu'on va se dire, tiens, je vais prendre le maximum. Sauf que c'est vrai qu'en termes de qualité, alors en fonction des domaines, bien sûr,
J'imagine que ça ne doit pas être forcément évident d'accorder la même attention et le même niveau de qualité à deux dossiers en même temps, surtout dans ce domaine qui reste quand même spécifique, comme vous disiez tout à l'heure. Et la question que je voulais justement vous poser après, c'était est-ce que vous avez déjà eu un mentor, Vincent? J'ai déjà eu des mentors, en effet, dans certaines de mes précédentes agences, un peu partout où je suis passé, des gens qui m'ont montré la voie, qui m'ont dit ce qu'il fallait pas faire quand je faisais mal ou qui m'ont encouragé quand je faisais quelque chose de bien. Donc ouais, ça c'est des gens sur qui j'ai pu grandir et qui m'ont construit, et c'est aussi en partie grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui, quoi. D'accord. Et est-ce que toi, maintenant, tu te vois avec ton expérience justement faire du mentorat et rendre un petit peu quelque part ce qu'on t'a donné sur ce Bah moment-là? ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est quelque chose que pour l'instant j'ai jamais fait. D'accord. Faudrait que je vois. Est-ce que je me sens légitime aujourd'hui à le faire? Je sais pas encore. Il y a toujours un peu aussi ce truc de Ouais. syndrome de Un l'imposteur imposteur, ouais. quand tu te lances, quand tu écris un article, quand machin, tu dis est-ce que je suis légitime, pas légitime, qui suis-je pour dire à des gens comment ils devraient faire leur truc, tu vois, genre déjà il faut gérer soi-même. Ouais. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser dans un avenir pas trop lointain. On verra. D'accord. Et toi, Mehdi? Ouais, j'en ai déjà eu. Alors, faut savoir que le mentorship, moi, c'est quelque chose dans notre métier auquel je crois beaucoup. Ok. Parce que j'ai commencé par ça, c'est-à-dire que je parlais de ce qui m'avait fait un petit peu aimer la pub lors de mon premier stage. J'ai eu un directeur de création qui avait vraiment, vraiment, vraiment cette envie de transmettre. Et dans notre métier, c'est pas courant. D'accord. C'est un métier où il y a beaucoup de spotlight, de fame, de paillettes, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent se montrer, mais les gens qui veulent transmettre, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ouais, ça m'est arrivé en tout début de carrière du coup. Mais ça a permis à la fois de me transmettre cette passion de la création et aussi de me transmettre cette envie de rendre ce qu'on t'a donné, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, avec Vincent, on n'a jamais géré de grosses équipes, etc. Par contre, ça nous est déjà arrivé de manager des alternants, des stagiaires, etc. Et personnellement, c'est quelque chose dans lequel je prenais beaucoup de plaisir et sur lequel je mettais un point d'honneur à bien le faire. Parce qu'on l'avait bien fait pour moi aussi, tu vois. Euh, D'accord. je pense que c'est quelque chose d'assez important et d'assez rare dans l'industrie dans laquelle Ouais. on bosse. Donc ouais. D'accord. Eh ben, merci pour ce retour. Eh ben, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir mentorer des jeunes ou moins jeunes qui sont en demande. Alors tout à l'heure, on a parlé d'outils, mais je voulais vous demander si il y a un ou des outils qui au quotidien vous permettent vraiment en fait d'être efficace. Ça peut être une application, ça peut être un site web, peu importe, hein, mais quelque chose qui vous facilite vraiment la tâche dans la vie de tous les jours. Nous, comme on t'a dit, on travaille avec un truc vraiment assez léger. On utilise la suite Google, tu vois. Ouais. Donc voilà, on prend nos rendez-vous sur Google Agenda, on travaille sur Google Slide et on s'appelle par WhatsApp. Donc D'accord. on n'a pas spécialement un outil en particulier pour l'instant. Peut-être que à l'avenir ça va changer. Voilà, là on vient de prendre un Calendly, tu vois, donc fait une Ouais. semaine. Donc, bon, on verra. D'accord. Je sais même pas si on va s'en servir. Tu Grosse Ah bah, révolution. c'est bien, pourquoi pas, il faut tester au moins et après, vois. Ouais. ça vous donnera la possibilité de voir déjà si vous avez des prises de rendez-vous. Non, mais Carrément. globalement, les outils de travail collaboratif comme Google Slide, Doc ou Sheet, c'est très bien parce que bah, ça nous permet d'intervenir en live, chacun sur un truc. Enfin, ça nous permet aussi de partager après à des clients. Enfin, ça fonctionne bien. Après, ça fait un petit moment que ça existe, mais Ouais. en tout cas, ouais, pour le moment, c'est le setup avec lequel on fonctionne et ça fonctionne plutôt bien. D'accord, bah, tant mieux. Et ensuite, je voulais vous demander, alors du coup, c'est quoi le mythe le plus répandu
alors par rapport au Web3, au métaverse et au marketing dans tout ça, dans ce domaine-là? Alors, c'est pas les mêmes. Alors, je pense que le mythe qui était le plus répandu il y a pas longtemps sur le Web3, les NFT et tout, c'était de penser qu'on peut devenir millionnaire en une semaine. Quand c'était la phase la plus spéculative de tout ça. Ouais. Ça a été un peu vrai au tout début, ça a été un peu vrai. Ouais. Ouais, l'espace d'un instant, Mais là, tu vois, sur l'actualité la semaine dernière, les crypto-monnaies s'est pris un crash. Une des plus grosses plateformes de trading vient de s'écrouler. Donc ça, c'est pas, enfin, la spéculation, c'est pas du tout ce qui aujourd'hui nous intéresse. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que tout ce marché s'est crashé parce que la bulle est en train d'exploser. Et justement, aujourd'hui, tout le secteur est en train de se construire de façon durable. Et c'est maintenant que ça devient intéressant parce qu'on va plus voir ça comme une façon de s'enrichir, mais on va voir ça comme un bouleversement des usages. Et c'est maintenant qu'on est en train justement d'assister à toute la construction de ce nouvel écosystème. D'accord. Et en termes de, justement, par rapport à ce que tu disais, vu que l'image peut-être du monde de la crypto, entre guillemets, a pris un coup, est-ce que pour justement les entreprises ou les indépendants justement dans ce milieu-là, est-ce que ça va pas être un peu plus compliqué en termes d'image et puis en termes de réussir à convaincre en fait les acteurs que finalement la bulle éclate, mais il y a vraiment des choses derrière. En fait, ça dépend ça dépend pourquoi tu es là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, c'est sûr que les plateformes comme OpenSea, tu vois, les marketplaces NFT, par rapport à il y a un an, c'est au plus bas, quoi. Maintenant, moi, je pense que cette explosion et tout ça, je le vois un peu comme une purge nécessaire pour que, justement, on construise sur des bases saines. C'est-à-dire que les gens qui sont restés, maintenant que les NFT qui valaient 1 million, elles en valent plus que 500, etc. Les gens qui sont restés, ils sont restés pour construire un vrai truc. Ils ne sont pas restés juste pour la fast money, tu vois. Il y avait un côté un petit peu Far West dans ce monde-là qui a un peu disparu. Et maintenant, le côté Far West, une marque, par exemple, qui arrive et qui dit « Ouais, je lance ma collection de NFT », bon, c'est même pas sûr qu'elle fasse sold out, même si c'est une très belle marque, parce que c'est quoi la roadmap derrière, les NFT vont servir à quoi, c'est quoi les utilities, est-ce que c'est lié à des produits physiques, tu vois, est-ce qu'il y a par exemple des collaborations, de plus en plus on voit les marques collaborer avec des jeux vidéo comme Fortnite, Roblox, ce genre de choses, et donc voilà, c'est des postures, des visions long terme qui sont en train de se construire versus des one-shots qui avaient depuis 1 an et qui n'ont plus leur place, quoi. Donc, en effet, il y a un effondrement, mais je pense que c'est pour mieux rebâtir derrière. D'accord. Ouais. Et quand tu vois même les cryptos s'effondrent, mais pourtant, quand tu vois le nombre de créations de portefeuilles Ethereum, par exemple de MetaMask, la courbe, elle est comme ça, en fait. Donc, en fait, il y a une progression dans les usages, mais paradoxalement, tu as un effondrement de la valeur. Mais c'est pas grave, puisque ce qui compte, en fait, ça va être le volume à terme. Aujourd'hui, on s'en fiche que ton NFT il soit acheté 5 euros, revendu 5 000. Ce qui compte, c'est comme l'a dit Mehdi, à quoi il va te servir, quelle récompense tu vas pouvoir accéder. Et on voit, par exemple, il y a eu les pubs pour la Coupe du Monde. Bon, Nike, il n'a pas hésité à appeler sa campagne Welcome in the Footballverse, avec des références à ces dernières campagnes, NFT qu'ils ont créées avec Artefact, suite à son rachat, etc. Donc, on voit clairement que la dynamique, elle est lancée. Et en fait, aujourd'hui, on n'a même pas besoin de convaincre des gens de le faire. En fait, ils viennent à nous parce qu'ils savent déjà qu'il faut qu'ils le fassent. D'accord. C'est intéressant, du coup, cette démarche. Et pour revenir sur ta question initiale, je crois que c'était sur les mythes. Vincent a répondu sur le côté Web3, sur le marketing et plus la publicité en général. Les gens ont un peu une image de la pub façon 99 francs. Tu vois, ça a existé, hein, ça s'appelle l'âge d'or de la publicité, mais c'était il y a longtemps.
Souvent, tu vois, métier de créatif, c'est pas un métier qui est matériellement palpable, tu vois. Que ce que tu fais, c'est toujours un peu, on te regarde toujours un peu bizarrement, tu vois. Ok, que ce que tu fais, je suis créatif, j'ai des idées. Ok, d'accord. Et donc du coup, ouais, il y a un peu ce mythe de, on est un peu des artistes, etc. Nous, on se considère pas comme ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est un vrai travail. Ça demande Enfin, les idées, ça se trouve pas, comme tu peux Oui, le bien voir, sûr. Ouais, autour d'une table, et genre tu bois une bière et genre, ouais, oh, c'est bon, on a trouvé la prochaine campagne de Coca-Cola, quoi. C'est un vrai travail, et on bosse dur pour. Donc voilà, ça, je pense que c'est un petit peu une image un peu erronée, mais qui est due à enfin, c'est des clichés, il y en a dans toutes les industries, je pense. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que par rapport à la création, souvent justement, enfin, les gens ont du mal à cerner en fait le, le, le travail que tu fais Ouais. et tu te dis mais est-ce qu'ils ont vraiment conscience en fait de l'énergie que je mets dans cette mission, dans ce projet-là? Et souvent tu te rends compte que non en fait parce que pour eux voilà, il y a cette question de je t'ai donné la mission tel jour, il y a la deadline, il faut simplement rendre de travail. Et entre-temps, ils ne se posent pas vraiment la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Donc c'est vrai que ça reste quand même peut-être important en fait d'expliciter peut-être les tâches, le travail que tu fais pour que les gens prennent pleinement conscience hein, Ouais, de ce que tu fais au jour le jour. tout à fait. Et justement, alors par rapport à ça, moi, une des questions que je voulais vous poser, c'était justement dans ces industries-là, est-ce qu'il y a des challenges qui sont en train d'arriver là et auxquels vous allez devoir faire face et vous allez devoir être armé, j'imagine, parce que c'est un domaine qui prend de l'ampleur. Est-ce que vous pouvez... Je pense que les challenges, on les a pas mal déjà résumés tout au long du podcast, hein. Ça va être la décentralisation, ça va Ouais, être les nouvelles technologies qui arrivent et surtout comment les acteurs vont devoir s'adapter à cette nouvelle logique de co-création. Je pense que les challenges, c'est ceux qui sont posés actuellement. Ouais, d'accord. c'est ça. C'est-à-dire comment, enfin, aujourd'hui, les marques, elles ont vu, les premières en tout cas, elles ont vu le Web3 un petit peu comme, je te disais tout à l'heure, un Far West en mode, OK, il y a des marques qui y vont, il faut qu'on y soit aussi. Genre, Ouais, c'était un peu obligatoire. Comme à l'époque, avoir une page social media, une page Facebook en tant que marque, c'était déjà Elon l'Eldorado, quoi. Musk. Ouais, exactement. Et puis après, et là on rentre un petit peu dans cette ère-là, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai une vraie vision Web3 au même titre que j'ai une vision Web2, tu vois, avec le social media. Et ce que les marques ont encore aujourd'hui, à mon sens, un peu de mal à comprendre, c'est que les audiences sont pas forcément les mêmes, tu vois. Par exemple, je te dis n'importe quoi, mais si je prends une marque qui vend des parfums, par exemple, elle peut avoir du mal à comprendre que l'audience Web3, ça va pas être l'audience Web3 qui va consommer une expérience métaverse, qui va Ouais, acheter des NFT, c'est pas forcément la personne qui va aller acheter un parfum sur la plateforme e-commerce de la marque. Et ils ont des fois du mal, ils ont cette crainte de perdre leur identité, leur ADN qu'ils ont construit avant et de le travestir un petit peu dans le Web3. Alors que d'accord. l'idée, c'est juste de le transposer avec les codes et usages des communautés Web3, tu vois, qui doivent être respectés pour que ça marche. Parce que, en fait, il y a énormément de marques qui sont plantées en arrivant avec les mauvais codes, en mode, bon, bah, c'est juste en pensant que le nom faisait tout et ça Ouais, suffit pas. d'accord. Et bah, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, j'imagine il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de vos clients par rapport à ces questions. Ouais, bah, en fait, l'éducation, elle se fait surtout sur les pratiques, Ouais, exactement. sur comment on parle avec les communautés, comment il faut adresser les messages dans les bons channels, voilà, c'est vraiment sur les usages que en fait on peut pas arriver avec D'accord. les usages du Web 2 et communiquer sur le Web 3 de la même façon. C'est pas Ouais. possible. Ouais, c'est-à-dire que communiquer un projet Web3 sur Facebook, ça n'a aucun sens. Voilà. Et généralement, il y a des clients à qui on dit qu'il faut créer un Discord, et qui nous disent, oulala, mais du coup, ça veut dire qu'il faut un community manager, qu'il faut de la modération. Oui, il faut tout ça, mais Ouais. c'est la bonne manière de faire. Ouais.
Oui, alors c'est vrai que là, par rapport à ça, j'imagine comment dire, il y a peut-être des barrières invisibles que les clients se mettent par rapport à ce que tu dis, le fait que tu expliques le fonctionnement et comment est-ce que tu dois fonctionner, et ça leur paraît complètement dingue de se dire qu'il faudrait recruter éventuellement quelqu'un pour parler à ces communautés-là. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, nous, on fait pas mal de pédagogie. On explique pas à pas quelles seraient les bonnes pratiques, quel prestataire pourrait les aider et ainsi de suite. Tu vois, on les aide dans tout ça, quoi. D'accord, intéressant. Alors la dernière question que je voulais vous poser, c'était quelle est votre citation préférée? Vas-y, honneur à toi, Vincent. Moi, j'adore les citations. Je suis très citation. Non, une que j'aime pas mal, c'est Picasso qui disait, il me semble que l'action, c'était le plus important. Je me souviens plus exactement, mais le fond, c'est ça. Et c'est vrai que moi, ça me parle pas mal parce que ce qui compte surtout, c'est de faire, quoi. C'est-à-dire que on peut se trifouiller le cerveau, se retourner dans tous les sens et dire comment je pourrais adresser tel client, comment je pourrais créer ça, etc. Mais la seule façon de réussir, c'est de mettre les mains dans le cambouis et c'est d'apprendre sur le tas, en fait, comme on disait tout à l'heure. Et si on veut avancer, il faut faire. Et c'est la meilleure façon d'apprendre et de réussir. Voilà. C'est vrai. Merci Vincent Je t'en prie. pour la référence. Et toi, Mehdi? Moi, il y en a une que j'aime bien, mais qui est un peu propre à l'industrie créative, mais qui s'applique, moi, je trouve, à d'autres choses. C'est fake it until you make it. Et je trouve que c'est donc dans le domaine publicitaire, grosso modo, ça veut dire essaye de vendre ta campagne avant même de savoir comment tu vas la produire si tu as une bonne idée. Mais plus globalement, je trouve que c'est un mindset qui est un peu une ode au culot et à l'audace, et qui sont hyper importants, je pense, quand tu es entrepreneur, entrepreneur en général, où des fois tu as tendance à te mettre des barrières psychologiques en mode je ne peux pas aller jusqu'à là parce que ça fait que tant de temps que je fais ça. Et en fait, on s'est rendu compte avec Vincent que des fois, quand tu oses, tu peux avoir de belles surprises. Donc, j'aime beaucoup cette citation. Ouais. D'accord. Donc, dans les deux cas, on pourrait dire savoir oser. Hein. Ouais, clairement. Ok. Merci à vous. On arrive à la fin là, du podcast. C'était vraiment sympa à vous d'avoir accepté l'invitation. Et puis, pour cet échange, j'avoue, un peu nouveau pour moi, hein, parce que sincèrement, je ne connais pas grand-chose. Mais j'ai appris pas mal pendant ce moment. Donc, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, peut-être à la prochaine, soit par mail ou soit pour un autre podcast. Ouais, carrément. Merci à toi pour le temps. C'était très, très cool, très agréable. Et puis, oui, tu auras sans doute de mes nouvelles par mail. Il y a la fin d'année qui arrive. Là, donc, Il y a pas mal de trucs à faire là. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous. Merci et de vos projets surtout. Ouais, merci beaucoup. Ciao. Merci, bye bye. Bye.